Invité de la matinale, Emmanuel Hoffman, bonjour. Vous êtes député Ensemble pour la République de la 4e circonscription de Paris. On va commencer avec vous par évoquer ce sujet brûlant, celui du budget de ce potentiel gouvernement qui tomberait. Le Premier ministre l'a annoncé mardi soir, improbable 49.3 pour faire passer le budget. Est-ce que c'est toujours la ligne qui prévaut actuellement? Ça passerait dans à peu près moins d'une semaine. Écoutez, effectivement, nous sommes dans une situation complexe. Nous avons aujourd'hui un budget de compromis et nous avons, j'allais dire, des extrêmes qui veulent le chaos, mais ça, j'allais dire, c'est pas nouveau. Donc, nous soutenons, nous, en tant qu'Ensemble pour la République, hier, nous avons voté, participé à la CMP, donc sur le projet de la sécurité sociale. Nous avons réussi à négocier la baisse d'exonération de charges patronales, une valorisation des retraites. Donc, bon, nous sommes dans une négociation, donc nous allons nous battre jusqu'au bout pour faire que ce gouvernement reste là. S'il y a un 49-3, la responsabilité de faire tomber le gouvernement pèse effectivement sur les épaules. On sait très bien aujourd'hui de qui. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Nous verrons. Justement, comment vous le vivez-vous d'avoir appelé, notamment pendant les élections législatives dernières, à ce point à faire en sorte que le RN n'arrive pas au pouvoir et d'avoir aujourd'hui ce sentiment d'être entre leurs mains? C'est ça l'expression qui prévaut depuis plusieurs mois, de se dire aujourd'hui, si le gouvernement tombe ou pas, c'est le RN qui en décide et qui joue avec ça et qui anime ce risque dans les médias aujourd'hui. Euh, Nous nous sommes battus aux dernières élections contre des extrêmes pour justement une démocratie. Ça fait 7 ans que nous avons un président au pouvoir qui a une ligne directrice qui est effectivement qui est pas de hausse des impôts, qui est pas de hausse des charges. La situation économique mondiale est extrêmement complexe, hein. Il y a pas que la France. On a une situation difficile. Donc nous battons et j'ai pas l'impression d'être aux mains du RN aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans un parti de résistance. On est, je le vois au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, nous allons avoir une niche LFI, hein, donc nous allons nous battre pour résister justement au travers d'un certain nombre d'amendements sur ces mesures qui sont je vais dire inadmissibles, hein, qui sont proposées par LFI. Donc aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être tenue par l'un ou par l'autre. Je me battrai, c'est pour ça que je suis à l'Assemblée nationale depuis peu de temps, puisque j'étais la suppléante d'Astrid Panosyan-Bouvet, qui est aujourd'hui ministre du Travail. Donc c'est ensemble, et moi je crois à la responsabilité des élus. Cette responsabilité, notamment, vous parlez de celle du PS, peut-être, qui aujourd'hui estiment qu'ils ne sont pas du tout satisfaits par ce budget, et même aujourd'hui les sénateurs PS, qui ne sont pas connus pour être les plus extrémistes radicaux, qui disent que ça leur apparaît comme leur seul instrument aujourd'hui d'exprimer leur désapprobation de ce budget que de voter une censure. Moi, cette alliance du PS, pour qui j'ai le plus grand respect, et de certains, notamment un ancien président de la République, moi, les alliances électoralistes, lorsque on l'a fait, enfin, ils l'ont fait en 5 jours, hein, pour justement uniquement des élections, euh, il faut à un moment donné avoir une colonne vertébrale. Et là, quand on voit, alors sur un autre sujet, hein, qui est la question du délit, de la suppression du délit On y reviendra. d'apologie du terrorisme, moi je ne comprends pas, et je le dis vraiment avec fermeté, que des femmes et des hommes pour qui j'ai le plus grand respect, on vote ou on ne vote pas pour cet ancien président de la République, mais là aujourd'hui, comment on peut s'allier avec les LFistes, et je suis à l'Assemblée avec eux, et je les verrai tout à l'heure, qui lorsqu'Aurore Berger pose une question à un ministre sur la question de l'antisémitisme, et qu'on a une réponse, et je dois dire qu'on a un gouvernement sur ces questions-là qui sont extrêmement fermes, et un Premier ministre, et que vous avez de l'autre côté, je ne dénoncerai pas ces gens-là, qui traitent une élue de grosse poubelle. Voilà à qui on a affaire. Voilà à qui on a affaire, et j'allais dire, moi je serais Parti socialiste. Il y en a certains qui l'ont fait. Je veux dire, quand on prend un Bernard Cazeneuve qui tout de suite a dit, moi je ne peux pas m'allier avec eux. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'interrogations sur, pour appeler des pompiers pyromanes.
Dernière question avant de revenir à cette proposition de loi sur l'apologie, sur l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme, sur le budget. Charles de Courson, qui est député, qui est ni LFI ni RN, qui est rapporteur général du budget, qui a expliqué hier sur LCI que dans le fond, si le budget n'était pas adopté, c'était pas si grave, qu'il y avait des dispositions prévues par la loi, notamment pour percevoir les impôts, pour qu'il y ait une continuité de service public. Qu'est-ce que vous lui répondez là où ça fait plusieurs jours que le gouvernement agite cette menace un peu du shutdown, de ce serait un drame si demain le budget n'était pas voté. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui? Je dis que quand je regarde la une des journaux aujourd'hui et l'instabilité déjà, puisque les marchés financiers en général anticipent, cette instabilité économique et financière est extrêmement grave. Oui, évidemment que la France va continuer à exercer et on a le budget 2024 qui pourrait éventuellement se poursuivre. Mais la situation aujourd'hui, elle est comment les marchés financiers ressentent cette situation. Et on le voit au travers déjà du risque d'augmentation des taux d'intérêt, des unes, enfin des unes des journaux qui ne sont pas des journaux d'extrême. Donc oui, peut-être que Charles de Courson, qui est un excellent économiste sur une situation et que je veux dire, la France ne va pas s'écrouler si le budget n'est pas voté. Mais par contre, les marchés peuvent s'écrouler et ça va être ressenti par les entreprises en France. Sur le plan international, maintenant, un cessez-le-feu entre le Hezbollah, Israël est entré en vigueur hier matin. Est-ce que déjà, bon, je suppose que oui, mais c'est une bonne nouvelle. Quel a été le rôle de la France et quelle est votre réaction à vous? Vous avez été nombreux, hein, les députés Ensemble pour la République et d'autres, à évoquer le rôle du Hezbollah, qui est quand même un mouvement terroriste, on le rappelle. Et pour autant, ce message posté sur les réseaux sociaux du président de la République, qui n'évoque même pas ce terme, comme si l'enjeu, depuis un an notamment, c'était pas aussi ce Hezbollah qui bombarde, enfin qui envoie des roquettes sur Israël chaque jour. Le Hezbollah est un mouvement terroriste. L'État d'Israël a, avec vraiment des missions extraordinaires, je le dis parce que je pense évidemment aux militaires qui sont tombés, je veux dire, ça a un prix, ça a un prix la paix. Et donc c'est la raison pour laquelle ce cessez-le-feu est une bonne nouvelle. Que la France y participe au travers, évidemment, avec également les États-Unis, moi j'en suis ravie. J'en suis ravie qu'il y ait une prise à partie, puisque c'est un engagement de travailler sur un cessez-le-feu. Je veux dire, la France pourrait dire, mais moi je veux dire, c'est pas chez nous. Non, la France y participe. Et ce cessez-le-feu, en espérant évidemment qu'il se maintienne, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la paix. Je veux dire, quand on écoute les témoignages en Israël, moi je suis député français, mais j'écoute évidemment un certain nombre d'amis qui sont en Israël, ils s'en réjouissent. Ça fait, avec malheureusement ce pogrom du 7 octobre, enfin, il y a des militaires israéliens qui étaient sur deux fronts. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle et je suis très fière que la France ait participé à cet accord de cessez-le-feu. Il y a eu une tension ces derniers jours autour de la décision de la Cour pénale internationale. On entendait Yael Braun-Pivet et d'autres qui ne disaient pas explicitement il faut que la France arrête Benyamin Netanyahou, et dans le même temps, la France est partie à la CPI et doit faire appliquer ses décisions. Aujourd'hui, il y a cette immunité du Premier ministre israélien qui a été évoquée. Est-ce que vous vous remettez en cause quelque part aussi les décisions de la CPI de dire qu'il y a quelque chose de politique qui se joue ici, ou non, vous restez sur cette position de se dire la France est partie et doit respecter toutes les décisions qui y sont prises? Alors moi, à titre personnel, mettre sur un même niveau un Premier ministre élu d'une démocratie, qui est l'État d'Israël, et un responsable terroriste, je trouve ça scandaleux. Bon, mais c'est vraiment à titre personnel. Que la France ait dit encore hier que les relations avec l'État d'Israël sont des relations d'amis, hein. La preuve, c'est la prise parti sur le cessez-le-feu, ça me paraît être une très bonne chose. Et très clairement hier, a été rappelé qu'effectivement il y a l'immunité du Premier ministre et que s'il venait sur le territoire français, il ne serait pas arrêté. Donc je ne peux pas prendre part à une décision qui est prise par la CPI. En plus, en tant que juriste, je ne me permettrai pas de le faire. Mais par contre, je peux être critique vis-à-vis d'une décision qui a été prise, d'autant plus qu'elle est prise en même temps que celle qui condamne un responsable terroriste d'un pogrom.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, cette proposition de loi, la France insoumise, pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Ils ont dit dans un premier temps que c'était pour le remettre dans le droit de la presse. Ce n'est pas vraiment le cas quand on lit le texte dans le détail. Qu'en est-il de ces textes-là, de cette offensive quelque part aussi de la France insoumise? Est-ce que vous avez des vrais instruments pour lutter contre ça, ou quelque part on a l'impression que tout à chacun est un peu en réaction à leurs outrances, mais que ça va continuer, qu'il y a aussi une stratégie électorale derrière tout ça? Bah, c'est une honte d'oser faire cette proposition après toutes les victimes françaises des actes terroristes. Je pourrais citer Richard Malka, qui dit qu'en fait, si on allait dans leur direction, on pourrait dire ouvertement les massacres du Bataclan, c'est merveilleux. Assassiner des professeurs d'histoire-géographie, on est en plein procès Samuel Paty, hein, c'est bien. Ou rafaler des jeunes sur des terrasses, c'est parfait. Voilà ce que veut le LFI. Et lorsqu'on est, je le dis puisque je vais passer la journée avec eux tout à l'heure, et qu'on les entend hurler, mais hurler en séance, que dès qu'on parle d'Israël du 7 octobre, mais je veux dire, on est dans une démocratie, ils ont été élus, donc ça, je ne reviendrai pas là-dessus, et c'est très bien qu'ils puissent s'exprimer. Mais c'est très bien qu'on puisse évidemment y répondre et réagir. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, quand le Parti socialiste est à côté d'LFI et que vous avez effectivement... je ne comprends pas qu'on n'ait pas de colonne vertébrale. Mais pour revenir sur du positif, moi je pense qu'on est en France, j'ai l'impression, je disais tout à l'heure, d'être en résistance. Bon, mon père était un enfant caché. Je pense que la France est plus un pays de juste qu'un pays de collabos. Voilà. Et c'est comme ça enfin, que je vis depuis que je suis née. Et c'est pour ça que je me bats et que je me battrai à l'Assemblée nationale pour que ce soit cette France-là que j'aime. Et je pense que ces extrêmes n'aiment pas la France.